Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale des 4 télévisions locales de Auvergne-Rhône-Alpes, TL7, Télé Grenoble, 8 Mont-Blanc et TLM, autour de Laurent Wauquiez, président du Conseil régional. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour votre première grande interview télévisée de rentrée, l'occasion d'un bilan de votre action à mi-mandat, 2 ans et demi tout juste après votre élection et à 2 ans et demi tout juste des prochaines élections régionales. Tout naturellement, vous serez interrogé par des journalistes représentant chacune des télévisions de la région. Alice Canivet de TL7, tout d'abord. Bonjour Alice. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Et puis nous rejoindrons dans un instant Christophe Reville pour Télé Grenoble et Fanette Debuisson pour 8 Mont-Blanc qui auront chacun très précisément 13 minutes pour vous interroger. La rentrée dans la région, Laurent Wauquiez, c'est aussi ce SMS que vous avez envoyé à tous les lycéens, apparemment sans peut-être respecter la réglementation en matière de protection des données. La CNIL vous demande des explications. Vous plaidez coupable aujourd'hui ? Vous savez, parfois, quand je regarde le débat médiatique, je le trouve surréaliste. C'est une carte passe-région qui est destinée à 120 000 étudiants, qu'on aide avec des réductions, tarifs privilégiés pour leurs livres scolaires, pour leurs équipements, des réductions pour les concerts, pour les places de sport. Et juste pour les inciter à utiliser cette carte, on leur a envoyé un message à la rentrée parce qu'on a un certain nombre de nos étudiants qui ne sont pas encore inscrits ou qui ne sont pas dessus. Que ça fasse une polémique, si maintenant aider les étudiants, essayer de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de tarifs réduits, qu'ils aient un pouvoir d'achat, ce qui n'est pas facile dans la rentrée pour les familles qu'on facilite, je me dis vraiment, je préférerais qu'on discute de ça plutôt que d'avoir des polémiques inettes. Vous ne leur parliez pas du passe-région. Bien sûr, le message, il est destiné à tous les étudiants. C'est un message politique aussi. C'est un message qui est destiné à tous les étudiants qui sont et qui sont potentiellement bénéficiaires du passe-région pour pouvoir utiliser ce passe. Donc voilà, je pense que c'est de ma responsabilité aussi de faire en sorte... Pourquoi on l'a fait? Je vais vous le dire très simplement. Lundi, on faisait des visites dans un certain nombre de lycées. Et je posais la question à chacun des étudiants en leur disant « Est-ce que vous êtes au courant du passe région ?» On avait quasiment un étudiant sur 2 qui ne s'était pas inscrit et qui était passé à côté de cette opportunité. Bah voilà, ma priorité, c'est plutôt ça. J'ai parfois un peu l'impression que l'opposition cherche à faire de la polémique pour rien. Le sujet, c'est plutôt comment on aide nos étudiants dans la rentrée. Et vous allez répondre à la CNIL quand même. Bien sûr, et on apportera tous les éléments parce qu'on a été très rigoureux là-dessus juridiquement, donc on essaie d'être très attentif. Et vous savez aussi, et je vais dire exactement ce que je pense, dans notre pays, on a beaucoup d'élus qui surtout sortent le parapluie et font plus rien. Moi, je préfère avoir une carte qui aide nos étudiants, qui leur donne des moyens. Après, si la CNIL n'est pas contente, bon, on leur expliquera, on discutera avec eux. Mais ma priorité à moi, c'est plutôt les étudiants de ma région que la CNIL. Alors, l'actualité d'hier, c'était aussi un nouveau ministre de la Transition énergétique, François de Rugy, qui remplace donc Nicolas Hulot, un nouveau ministre présenté comme un vrai écologiste, mais plutôt pragmatique. C'est un choix sans surprise pour vous? Vous savez, surtout ce qui me préoccupe, c'est que je trouve que le gouvernement sous-estime les sujets d'environnement et d'écologie. On en reparlera, mais je pense que comme beaucoup de Français, j'ai été frappé par la canicule cet été. On ne peut pas continuer à rester les bras croisés alors qu'on est en train de détruire notre planète. Nous, on a une chance inouïe. C'est ce que disait Jacques Chirac déjà Bien à sûr. Rio. Et qu'est-ce qu'on a fait? En 2002. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et surtout, parce que cette question, elle se pose à chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la région, j'ai demandé qu'on travaille sur un plan permettant de faire de notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, une des régions les moins polluantes d'Europe. Pour moi, c'est des sujets qui vont aussi bien du fait de sortir du pétrole, qui nous rend d'ailleurs dépendants de l'Arabie Saoudite et des pays arabes, basculer sur des énergies propres, comme on va le faire par exemple à Valence, dans cette année, en basculant sur un système très innovant de bus électriques à recharge à chaque arrêt, travailler sur la bascule sur l'hydrogène, comme on l'a fait en Haute-Savoie, travailler avec les chercheurs de Grenoble sur des nouvelles solutions pour gérer la pollution dans nos villes. Et puis, il y a un sujet qui me tient à cœur, et qu'on connaît bien dans la Loire, les centres d'enfouissement. Il faut arrêter. Et on a tous une part de responsabilité. On ne peut pas continuer à jeter comme on jette dans nos poubelles et ensuite enfouir sans qu'il y ait un tri. Donc on va prendre une décision importante dans notre région, interdisant l'ouverture de tout nouveau centre d'enfouissement et obligeant dans notre politique de traitement des déchets à ce qu'on bascule sur un tri le plus complet possible. Moi, c'est ce que j'ai fait au Puy-en-Velay, avec un tri où on est monté à plus de 80% de tri. Et je voudrais que notre région devienne exemplaire en Europe. Et vous m'interrogez sur le remaniement, bah vous voyez, même réponse un peu.
que sur la question, sur le message envoyé aux étudiants. Je préfère me concentrer sur les sujets qui préoccupent nos compatriotes que sur toutes ces polémiques parfois un peu parisiennes, un peu médiatiques. Vous avez au moins un point d'accord avec Emmanuel Macron, c'est que vous cajolez les chasseurs. Là-dessus, vous êtes d'accord? Vous savez, je pense qu'on en a besoin. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de caricatures qui sont faites sur les chasseurs. On aide les chasseurs, on aide les pêcheurs. Est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, pour la qualité de nos rivières, c'est bien d'accompagner nos pêcheurs? Pour la gestion de nos forêts, c'est bien de pouvoir accompagner aussi ceux qui aident à gérer notre patrimoine cynégétique. La différence entre, oui, les 3 millions d'euros pour les chasseurs, ça flaire la subvention électoraliste. Mais vous voyez, c'est là où parfois ça me surprend. On fait la même chose pour les pêcheurs. Pourquoi vous ne me posez pas la question sur les pêcheurs? Vous pourriez me dire, mais Monsieur Wauquiez, pourquoi vous aidez les pêcheurs? C'est indigne d'aider les pêcheurs. Ah bon? Pourquoi est-ce qu'on fait des hiérarchies comme ça dans notre pays? Pourquoi est-ce que dans notre région, on opposerait les uns et les autres? J'aide les associations qui concrètement œuvrent pour l'écologie. Beaucoup plus, 50 millions d'euros. J'aide les chasseurs parce que je pense qu'on a besoin d'eux. Et que si on aboutit aujourd'hui à, par exemple, un excès de faune, bah, c'est aussi notre diversité écologique qui est altérée. On aide les pêcheurs parce que c'est des gens que j'aime. Je trouve qu'ils connaissent nos rivières, ils œuvrent pour la qualité de l'eau. J'ai besoin de tout le monde. Et je veux vous le dire aussi, ma préoccupation, c'est dans notre région, je veux qu'on mette les gens ensemble. Je veux qu'on travaille ensemble. Je n'oppose pas les uns et les autres. J'essaye que tout le monde œuvre dans la même direction. On a une région magnifique. Elle a un potentiel extraordinaire. De grâce, arrêtons de nous quereller entre nous comme des Gaulois réfractaires, comme dirait l'autre. Dernière question avant de passer la parole à Alice Canivet. C'est officiel depuis hier, le prélèvement de l'impôt à la source sera mis en œuvre à partir du 1er janvier 2019. Finalement, la France s'aligne sur ce que font déjà une grande majorité de pays européens depuis très longtemps. C'est pas vrai. Pardon de vous le dire, non. Pardon de vous le dire, c'est pas vrai. Parce que quelle est la grande différence dans le système qui est prévu par Emmanuel Macron? C'est que c'est les entreprises qui vont faire le job pour Bercy. J'ai échangé avec un chef d'entreprise de Roanne qui a 40 salariés et qui me dit qu'il a calculé ce que ça allait lui coûter. Il considère que ça va lui coûter à peu près 30 à 40 000 euros pour faire le travail à la place de l'administration fiscale. C'est le premier problème. Ce n'est pas le travail de nos petites entreprises de travailler pour Bercy. Le deuxième problème, et ça c'est très spécifique au système qu'ils ont prévu, il faut que tous ceux qui nous écoutent le comprennent, c'est la politique familiale et les différents crédits d'impôt. Prenons un exemple simple. Vous êtes une famille, les deux travaillent, vous organisez la garde de vos enfants et vous avez un petit peu d'aide à la maison. Et bien c'est vous qui allez faire l'avance pour l'État parce que vous allez d'abord payer plus et à la fin de l'année, l'État vous remboursera. Vous trouvez ça normal? Ils nous ont déjà fait la CSG, ils ont augmenté le tarif de l'essence. Il y a des annonces qui ont été faites sur le crédit d'impôt. Bien sûr, et qui ne compensent pas. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est ce qu'il faut que tous ceux qui nous écoutent comprennent, c'est vous, avec le prélèvement à la source, qui allez faire l'avance d'argent pour l'État. Et je pense qu'un des problèmes majeurs de cette rentrée, c'est qu'Emmanuel Macron et le gouvernement n'ont pas compris qu'il y avait trop d'impôts et trop de taxes sur les Français, sur les classes moyennes, sur ceux qui sont au milieu. Et l'augmentation de la CSG, les prélèvements supplémentaires sur les retraités, ils sont allés beaucoup trop loin. Et dans un des sujets dont je suis fier dans notre région, c'est que nous, on a fait exactement l'inverse. Il n'y a eu aucune augmentation d'impôts, zéro, parce que nous, on a bien géré. Et alors, ça, c'est toute la différence. Alors, on en vient à la région avec Alice Canivet pour 13 minutes. Le chronomètre est parti à partir de maintenant. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Alors, vous le dites très souvent, même si on est à Lyon, je vais le redire, vous dites que vous êtes un ami de la Loire, de Saint-Étienne, vous aimez le répéter. Vous étiez d'ailleurs à Saint-Étienne le 6 juillet dernier avec une très belle enveloppe de 36 millions d'euros pour le développement du territoire notamment. Est-ce que depuis vos relations avec Gaël Perdriau, le maire, se sont apaisées? Vous savez, Gaël et moi, on a une très vieille histoire. On se connaît depuis longtemps et on est deux amis. Et parfois, comme dans les histoires d'amitié, il y a des moments où on peut se brouiller. Mais on ne s'est pas brouillé très longtemps. Et au fond, je suis très respectueux et très admiratif du travail que fait Gaël sur Saint-Étienne. Il le sait, je veux le soutenir dans cette démarche. Et donc, tout ça, c'est derrière nous, parce que l'un comme l'autre, on aime d'abord cette ville et on veut faire le maximum pour, au fond, redonner un avenir à cette ville de Saint-Étienne. C'est les 36 millions qui ont apaisé les tensions?
Non, c'était plutôt pour nous, on s'est mis autour de la table ensemble, et puis on s'est dit, bon voilà, il faut qu'on se remette à travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on a comme dossier concret? Et il y a des beaux dossiers. Il y a d'abord le fait de réhabiliter tout le centre d'exposition, qui a vieilli, sur lequel il faut tout refaire à neuf. Il n'est pas digne d'une ville comme Saint-Étienne, donc c'est un très beau projet porté par la mairie, on va soutenir. 2, vous le savez, moi, comme habitant de la Haute-Loire, Saint-Étienne, on connaît bien. Il y a une bataille qui s'enclenche pour garder du commerce de centre-ville à Saint-Étienne. Et c'est une bataille d'ailleurs qui vaut pour Saint-Étienne, mais aussi pour Grenoble, pour l'ensemble de nos villes, même sur le territoire de Lyon. L'objectif, c'est d'aider la réinstallation de commerçants dans le centre-ville avec des commerces rénovés. C'est le deuxième sujet sur lequel on va travailler ensemble. Et puis le troisième, c'est la patinoire. Cette patinoire, elle est indigne. À côté du parc des expositions. Elle est dans un état de délabrement qui est catastrophique. La pluie tombe à travers le toit. Voilà, c'est pas correct par rapport à une grande ville comme notre métropole stéphanoise. Donc on va entièrement la rénover avec un très beau projet et on travaille ensemble. Et ça me fait plaisir parce que voilà, c'est une ville que je veux vraiment aider. Vous allez revenir tous les deux. Une prochaine enveloppe, c'est prévu ou pas encore? Vous mériteriez d'être auvergnate. Vous avez décidé avec Gaël Perdriau, mais aussi avec le président du département, Georges Ziegler, de boycotter une réunion du préfet de région au sujet des alternatives à la 45. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y croyez toujours en ce projet? Je vais vous dire, et ça fait partie aussi des thèmes qu'on a abordés, je suis très frappé par le mépris dont fait preuve le président de la République, le Premier ministre et la ministre des Transports sur ce sujet. Elle est venue dans notre région, à 80 km de Saint-Étienne. Elle n'a même pas fait l'effort de venir sur le chantier de la 45. Ce matin, vous avez des milliers d'habitants de la Loire qui ont perdu du temps dans les embouteillages. Ce soir, on aura la même chose. Ça aboutit à polluer toute la vallée à cause des embouteillages et des véhicules qui sont à l'arrêt. On a des entreprises qui perdent des emplois chaque année à cause de ces embouteillages. Et ce gouvernement, très parisien, très coupé du terrain, balaye tout ça d'un revers de main. Nous, on a fait tout le travail. On a économisé pour mettre de l'argent, pour pouvoir faire une belle infrastructure qui corresponde aux nouvelles exigences et qui permette de soulager le trafic. La région a mis de l'argent, la ville met de l'argent, le département met de l'argent, on est tous ensemble. Et cet État qui gaspille l'argent du contribuable, qui augmente nos taxes, nous dit juste non. Moi, je mets sur le métro à Paris, mais Auvergne-Rhône-Alpes, ça ne m'intéresse pas. Vous, au niveau de la région, il vous reste à peu près 2-3 ans de mandat. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore pour la 45 ? Nous, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on a fait parce que tous nos engagements ont été tenus. C'est-à-dire, on a l'argent, on a même dit qu'on était prêt à avancer avant même que l'État ne mette les sommes sur la table. Aujourd'hui, on est malheureusement dépendant, et croyez-moi, ça ne me met pas de bonne humeur, du président de la République et de ce gouvernement parisien. Est-ce que l'arrivée de François... Tous vos amis les Républicains du Rhône qui disent on ne veut surtout pas de la 45. Hein. Non, Renaud Pfeffer et compagnie, quoi. Oui, et je le comprends. Bien sûr, ceux qui sont sur l'itinéraire, et c'est normal, ceux qui sont sur un itinéraire où on installe une infrastructure, c'est jamais une bonne nouvelle. Mais notre pays en a besoin. On ne peut pas continuer comme ça à avoir des embouteillages qui d'ailleurs sont une très mauvaise solution pour l'écologie. Et je ne parle même pas des accidents. Parce que c'est un itinéraire accidentogène sur lequel on a des morts. Aujourd'hui, c'est un itinéraire qui est dangereux. Le sentiment que j'ai, c'est qu'au fond, le président a abandonné la Loire. Est-ce que l'arrivée de François de Rugy au ministère de l'écologie peut changer quelque chose? On sait que son prédécesseur, Nicolas Hulot, était toujours assez flou sur le sujet. Honnêtement, j'ai assez peu de confiance dans ce que représente François de Rugy. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui connaissent même son nom ni son existence. Je crains qu'il se soit un peu vendu pour un poste. Au moins, il y a une chose que je respectais chez Nicolas Hulot. Je n'étais pas d'accord avec tout, mais c'était un homme de conviction. Et moi, je préfère les gens qui ont une colonne vertébrale. Nicolas Hulot, il avait une colonne vertébrale. On reste dans le réseau routier. Après l'effondrement du pont Morandi à Gênes le 14 août dernier, un rapport informe que 840 ponts autoroutiers présenteraient un risque d'effondrement en France. Qu'en est-il dans la région? Est-ce qu'on est concerné? Vous savez, j'ai immédiatement, dès que j'ai vu les incidents à Gênes, écrit à la fois à la ministre des Transports et au président de la SNCF, en lui demandant l'expertise qu'il avait sur notre région et les éléments de réponse pour savoir quels étaient les ouvrages d'art qui étaient dangereux. J'attends la réponse. Et vous ne savez toujours pas lesquels? Je leur ai écrit, je les ai sollicités, je n'ai toujours pas de réponse, ce qui n'est pas normal.
Et donc, évidemment qu'il faut aussi qu'on soit lucide. On peut avoir des risques sur notre territoire. Et ce que j'ai demandé, c'est de les connaître, pour qu'ensuite on puisse se mettre autour de la table et qu'on n'attende pas d'avoir des catastrophes comme ce qu'on a vu en Italie. Mais pour l'instant, je constate que je n'ai pas la transparence du côté du gouvernement. Donc, je leur tends la main. On est prêt à travailler avec eux, on est prêt à avancer, mais de grâce, qu'on ne nous cache pas la réalité. Qu'est-ce que vous ferez quand vous aurez la liste ? Nous, on est prêt à travailler ensemble. Vous le savez, on a une région qui est aujourd'hui la région la mieux gérée de France. Je veux qu'on en fasse la grande région d'avenir de notre pays, qu'Auvergne-Rhône-Alpes, ce soit la région d'avenir. On a la capacité d'agir s'il y a besoin, mais je ne prends pas de risque avec la sécurité des habitants de ma région. Prêt à débloquer des fonds, s'il le faut. Bien sûr. Et vous savez... À quelle hauteur ? On avait déjà réagi. Souvenez-vous, quand il y a eu cet incident très grave sur les passages à niveau. On a eu un accident avec un TER et une rencontre avec une voiture et même un car qui aurait pu être très grave. On a immédiatement réagi. Ce n'est pas notre responsabilité normalement. Mais la région a dit, c'est la sécurité de nos habitants, on est prêt à mettre de l'argent. Moyennant quoi, on a toute une série de passages à niveau qui sont en train d'être sécurisés. On en a un par exemple du côté de Brioude, sur lequel on est en travaux en ce moment, pour pouvoir sécuriser les passages à niveau. Je ferai la même chose. Je ne veux pas jouer cette espèce de comédie qu'il y a souvent chez les élus. On dit non, c'est pas moi, c'est la responsabilité de l'autre. La sécurité, c'est la responsabilité de tout le monde. Alors, quels moyens la région pourrait mettre, à quelle hauteur, comme disait mon confrère ? Vous le savez, on a débloqué des sommes importantes au niveau de l'implication sur les routes. On a des crédits qui sont aux alentours de 100 millions d'euros. On est parfaitement capable de pouvoir réorienter un certain nombre sur des priorités de sécurité. Mais pour ça, il faut que le gouvernement réagisse. Et une de mes préoccupations, c'est que souvent, vous le savez, quand on a un fait divers, tout le monde réagit à chaud. Et puis après, on oublie. C'est pour ça que je trouve votre question extrêmement pertinente, parce qu'elle nous amène à dire, attention, Gênes, ça pourrait aussi être en France si on fait rien. Il vous reste 5 minutes, Alice. Eh bien, on va finir avec les TER. Laurent Wauquiez, la ligne Saint-Étienne-Lyon est la plus utilisée. Vous souhaitiez moins de retard. On en est où 2 ans après ? D'abord, la première chose, c'est qu'on sort d'une année calamiteuse avec toutes les grèves. Vous vous rendez compte qu'on a eu 84 000 trains qui ont été annulés dans cette période. Avec, en plus, on le mentionnait, des voyageurs qui n'avaient pas d'autre choix. Parce que soit c'était le train, soit c'était des embouteillages sans fin. J'ai promis une chose aux habitants de notre région, c'est que la SNCF payerait intégralement pour ce qu'elle a fait. Je peux vous annoncer aujourd'hui que la SNCF va devoir faire un chèque de 25 millions d'euros minimum aux habitants de notre région. Et que cet argent, je le remettrai intégralement sur des investissements dans nos TER. Déjà, on a forcé la SNCF à rembourser une partie des abonnements. C'est fait. Bien sûr, c'est en cours, et ça, c'est la SNCF qui le gère. Et par ailleurs, l'argent qui est l'argent des pénalités, je vais le mettre sur 2 priorités. D'une part, développer les TER Wi-Fi. On a fait des expérimentations, c'est extrêmement apprécié, même avec des technologies assez innovantes, qui sont d'ailleurs liées à des laboratoires de Grenoble, qui utilisent les vitres pour pouvoir améliorer le passage des réseaux. Donc on a des vitres qui sont conductives pour faire des réseaux 4G et 5G. Justement, si vous voulez, on va découvrir un petit reportage d'Aline Picard sur cette expérimentation du Wi-Fi dans les TER. Sur vos réglages, vous allez dans Wi-Fi, vous sélectionnez le réseau Wi-Fi TER SNCF. Un réseau présent depuis quelques jours dans les TER Auvergne-Rhône-Alpes et c'est une première en France. La SNCF et la région viennent en effet de lancer l'expérimentation du Wi-Fi à l'intérieur de leur train. Un Wi-Fi accessible via un portail web en teste lui aussi. De cette expérimentation, il y a 3 rames qui sont modifiées. Ils vont être exploités entre Mâcon-Ville et Valenceville pour une période de 18 mois. Les clients vont pouvoir donner des commentaires. Et leurs commentaires vont être pris en compte et vont nous aider à développer la plateforme. Outre la création de cette plateforme, les trains eux-mêmes ont dû être modifiés pour pouvoir assurer la stabilité du signal pendant les déplacements du train. Le procédé repose sur 3 familles d'équipements, on va le dire comme ça. D'une part, donc, des équipements en toiture, donc un certain nombre d'antennes en fait, dont l'objectif est d'accrocher le signal fourni par les différents opérateurs. Ce signal, en fait, il est ramené donc dans la rame à l'intérieur d'une box que l'on voit ici, en fait, qui centralise l'ensemble, notamment des signaux. On rediffuse un signal totalement stable à l'intérieur de la rame avec des antennes
intérieur. La SNCF prévoit une deuxième phase de test en début d'automne pour améliorer la connectivité à bord de ces rames Lyon-Clermont et Lyon-Bourg-en-Bresse. Elle consistera en la pose de vitres spéciales permettant un meilleur passage des ondes 3G et 4G. Alors quel est l'objectif de ce Wi-Fi dans les TER? Ça va empêcher les retards? Non, mais surtout ça va rendre les choses plus fluides. Maintenant, sur la question des retards. On est aujourd'hui sur des pénalités à chaque fois que les trains sont en retard. On se concentre sur 2 lignes, qui sont celles où on a le plus de retard. Lyon-Saint-Étienne, Lyon-Grenoble, c'est nos 2 lignes les plus en retard. D'abord, les choses se sont légèrement améliorées là sur ce qu'on constate depuis la fin des grèves. On a Mais une les amélioration. retards ne sont pas que à cause des grèves. Bien sûr. Attention, ce que je ne suis pas en train de vous dire, c'est depuis que les grèves sont arrêtées, c'est-à-dire qu'on a à nouveau un trafic normal qu'on peut regarder, on constate qu'on est sur un train d'amélioration, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. 2, on a mis en place une méthode, dès qu'un train est en retard, j'exige de la SNCF qu'elle m'explique pourquoi. Parfois, c'est lunaire. C'est parce que le chauffeur du train n'est pas arrivé au bon endroit ou parce que la rame n'a pas été bien aiguillée. Et à chaque fois, ce qu'on exige de la SNCF, c'est qu'elle nous dise ce qu'elle va faire en face pour améliorer. Si la SNCF améliore la ponctualité, nous, on mettra de l'argent en plus. S'ils sont en revanche avec plus de trains en retard, ils doivent payer des pénalités. Pourquoi ? Parce qu'avant, ce qui se passait avec la précédente majorité, c'est que si le train n'était pas là, on payait quand même. Si le train était en retard, on payait quand même. Et donc, à l'arrivée pour la SNCF, c'était plus rentable de ne pas faire rouler ces trains ou qui sont en retard, plutôt que de se donner du mal. Aujourd'hui, on a mis l'épée dans les reins en exigeant de la SNCF qu'elle respecte ses usagers. J'espère que maintenant que la page des grèves est tournée, on va pouvoir vraiment consacrer cette année avec la rentrée scolaire sur ce défi majeur, amélioration. Moins d'une minute. Et puis, ce que je voudrais enfin, si vous me permettez, c'est avoir des trains avec plus de contenance, notamment sur Lyon-Saint-Étienne. Moi, c'est une ligne que je prends. On a souvent des systèmes où on a des voyageurs qui sont au bord du quai, il faut bourrer à fond parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans le TER sur les heures de pointe. Donc on va essayer de mettre en place des rames qui ont plus de contenance. Ce sera pour quand? Là, normalement, on espère être opérationnel en 2019. Très bien. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez. Merci à vous. Merci Alice. Alors justement, on va retrouver à présent Christophe Reville pour Télé Grenoble. Vous évoquiez la SNCF, cette réforme. Au moins, c'est un bon point que vous donnez à Emmanuel Macron de l'avoir fait passer, cette réforme. Vous savez, je l'ai soutenu là-dessus parce que je ne voulais pas de double discours et je ne suis pas pour une opposition systématique. Mais la seule façon de juger une réforme, c'est de savoir est-ce qu'à l'arrivée, on aura un meilleur service aux usagers. Et c'est ça la seule question qui nous occupe. La question, c'est pas de savoir si on a fait passer de tel statut à telle convention collective, c'est de savoir à l'arrivée, est-ce qu'on aura plus de trains, est-ce qu'on sauvera nos petites lignes ferroviaires et est-ce qu'ils seront plus à l'heure. Moi, c'est en fonction de ça que je jugerai réforme réussie ou une réforme pour rien. Christophe, 13 minutes. Merci, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors précisément, on va rester à la SNCF pour avoir quelques précisions sur ces grèves très pénalisantes, avril, mai, juin. Effectivement, les usagers ont été en partie remboursés sur avril et mai pour les abonnés, mais à hauteur de 50%. Ils réclament, certains n'ont pas vu passer un train pendant plusieurs semaines, ils réclamaient 100%, on est loin du compte. Alors on a bien compris les pénalités que la SNCF allait verser à la région, mais les abonnés attendent. Je suis au courant de cette situation puisque j'ai été alerté par les comités de ligne, et notamment ceux sur l'Isère qui sont extrêmement vigilants sur ce sujet. On est entièrement sur une responsabilité de la SNCF et j'ai exigé qu'il y ait une séance de travail avec les équipes de la SNCF pour qu'ils nous apportent les chiffres précis. Parce que si on a des abonnés qui n'ont eu aucun train aux heures où ça devait circuler, ils doivent être remboursés intégralement. Et le deuxième sujet que vous avez souligné avec raison, c'est que pour l'instant, on n'a pas les remboursements pour juin. Or, en juin, il y a eu aussi des grèves. Moi, mon principe est simple, quand il n'y a pas de train, il n'y a aucune raison que ce soit l'usager ou la région qui paye. Mais il faut aussi qu'on fasse maintenant le bras de fer avec la SNCF. Parce que parfois, dans le staff de direction de la SNCF, je trouve qu'il y a beaucoup d'arrogance et qu'ils ne sont pas à l'écoute des usagers. Et c'est cette pratique-là qui est pour moi devenue insupportable. Donc on a décidé à la rentrée, on a d'ailleurs une séance de travail qui est prévue sur ce sujet et sur l'avenir également de la gare Pardieu. Ce n'est pas la première fois qu'on vous entend être très ferme vis-à-vis de la SNCF. Est-ce que c'est porteur? Est-ce que ça marche vraiment? En tout cas, on en a les premiers résultats. Vous voyez par exemple ce sujet de l'expérimentation Wi-Fi. Ça fait des années que la SNCF en parlait et brassait de l'air. On n'avait jamais eu les efforts qui ont été faits. Quand je suis arrivé, la SNCF m'a proposé de fermer à peu près une ligne sur deux sur les petites lignes. J'ai refusé.
On a par exemple sauvé chez vous dans l'Isère la ligne Grenoble-Vif, qui devait être fermée. On a refusé la fermeture. Aujourd'hui, c'est une ligne qui est sauvée. Dans la Loire, la ligne de Boin devait être fermée. Dans 1 an, on aura fini les travaux, elle sera sauvée. Donc oui, c'est porteur. Parce que ce qui se passait avant, c'est que les élus, au fond, cédaient devant la SNCF. Et que quand c'était la SNCF, c'était parole magique, on s'inclinait, peut-être par clientélisme électoral. Moi, j'ai une seule ligne, c'est pas la SNCF que je défends, c'est les usagers, ceux qui prennent le train. Soyons précis, vous évoquez les petites lignes. En Isère, on a effectivement la ligne Grenoble-Veynes-Gap, qui est une ligne de montagne qui nécessite 52 millions d'euros d'investissement pour être remise en état. Le département de l'Isère sera autour de la table pour payer, la métropole de Grenoble aussi. La région a tardé un petit peu, mais finalement cet été a dit qu'elle serait aussi financeur. Nous, on a dit dès le début qu'on serait à ce rendez-vous, mais ce dont on avait besoin, c'est aussi que la région PACA soit de ce côté. Parce que, il y a une partie de la ligne sur PACA. Exactement. Et donc ce qu'on attendait aussi, c'est que la région PACA soit là. Je m'entends très bien avec le président de la région PACA, on a eu une réponse positive, donc maintenant on a un certain nombre de feux verts. Même si l'État ne finance pas, la région ira. Les régions iront. Moi, je me défausse jamais sur l'État, et je déteste ça. Mais attention, il y a un point quand même que je fixe. La métropole met 3 fois rien. C'est une ligne qui est très importante pour toute une partie de la métropole. Donc là, la réponse qui est apportée par la métropole de Grenoble n'est pas à la hauteur du défi. Donc il faut que la métropole de Grenoble mette les moyens aussi. C'est un travail qu'on doit faire en équipe. Vous le savez, je laisse toujours de côté les polémiques politiciennes. On fait beaucoup de projets communs avec le maire de Grenoble, avec le président de la métro. Mais sur ce dossier, il faut travailler ensemble. Une ligne très importante en termes d'aménagement du territoire, même si elle n'a que 1000 passagers par jour. Oui, mais c'est aussi un signal, et moi j'y tiens. Et je trouve d'ailleurs que c'est quelque chose qu'en Isère, on comprend bien. C'est ce lien intime entre les métropoles et les territoires ruraux. Quand vous êtes à Grenoble, en même temps, vous avez le massif de la Chartreuse et le Vercors. J'étais la semaine dernière dans la Chartreuse. C'est un territoire magnifique. C'est une chance inouïe quand on est à Grenoble d'avoir ces massifs qui sont tout autour. Et donc c'est notre devoir aussi de veiller sur l'équilibre, les métropoles, qu'on soutient beaucoup, et les territoires ruraux, que je ne veux pas voir abandonnés. On vous voit souvent en Isère dans les territoires ruraux, beaucoup moins dans les territoires urbains, et quasiment jamais à Grenoble. Certains disent que vous blacklistez la capitale des Alpes. C'est peut-être parce qu'il faut que je vous invite plus quand j'y viens. Mais pour vous donner quelques illustrations, j'étais juste avant l'été dans la maison Glénat, qui a des superbes projets d'exposition qu'on soutient. On était sur la zone d'activité de la métropole de Grenoble sur des projets liés au PME. Vous le savez, je suis très attentif au sujet d'Alpexpo, qui est un très beau site. On a fait une proposition à la fois au maire de Grenoble et au président de la métropole en leur disant, moi, si vous nous confiez le site, je lance la rénovation tout de suite. La région a des moyens, Grenoble le mérite, et on lancera la rénovation tout de suite. J'aimerais bien avoir une réponse qui soit positive. Et puis, je vais enfin vous annoncer quelque chose. On a un très beau projet sur l'université de Grenoble, c'est quand même une de nos fiertés. On a les meilleurs chercheurs du monde, c'est une université qui réussit bien, qui marche bien. On va financer un très beau projet qui est une maison d'innovation et de création sur l'université de Grenoble. Très gros projet, 19 millions d'euros consacrés par la région. Et puis on a enfin les lycées de Grenoble qui avaient beaucoup tardé en termes de rénovation. Et on lance la rénovation de Mounier, qui est quand même un projet à 50 millions d'euros. Vous me permettez un dernier point ? Je suis préoccupé par les enjeux de sécurité sur Grenoble. On a eu plusieurs signaux d'alerte. On a eu la caserne des pompiers, sur lesquels il y avait eu les incendies. On a eu les problématiques sur la caserne de gendarmerie. On a eu ce drame terrible qui a endeuillé cette famille. Et je trouve que ça fait maintenant trop longtemps qu'on a des signaux où on voit que la situation de la sécurité sur le territoire de Grenoble se dégrade. Le ministre de l'Intérieur n'a pas réagi. Ça n'est pas normal. On ne peut pas laisser cette insécurité s'installer sur Grenoble. Donc vous pointez le ministre de l'Intérieur, les élus locaux aussi ? Non, parce que c'est d'abord, on est sur un sujet régalien, c'est la responsabilité du gouvernement. Et je trouve, nous en tout cas, on a évoqué les sujets ferroviaires. Vous savez qu'on a doublé les équipes de police ferroviaire. On a intégralement équipé la gare de Grenoble en vidéoprotection. Pourtant, pas quelque chose qui est très poussé sur la ville de Grenoble, à mon avis à tort. Nous, sur la gare, on a mis entièrement de la vidéoprotection. Il faut appliquer un principe où on reconquiert le terrain perdu. Et en la matière, il n'y a qu'une seule philosophie qui marche, c'est tolérance zéro.
parce que sinon vous n'y arrivez pas. Vous parlez des lycées, vous parlez de la sécurité. En arrivant à la présidence de la région, vous aviez annoncé une sanctuarisation des lycées avec la mise en place de portiques de sécurité. Au final, on se retrouve dans beaucoup de lycées avec des tourniquets, des caméras de vidéosurveillance. Les lycées sont sécurisés, mais sur le plan sémantique, on n'a pas les portiques anti-intrusion pour des armes notamment, ce qu'on avait cru comprendre au départ. J'ai jamais parlé évidemment de mettre des détecteurs d'armes où on passerait tous nos étudiants au rayon X. Je n'ai jamais porté ce projet. Ce que j'ai dit, c'est que je voulais, et merci d'avoir repris mes propos, sanctuariser l'entrée de nos lycées. C'est-à-dire que n'importe qui avant pouvait rentrer dans nos lycées. Je veux maintenant que seuls les professeurs, les élèves, puissent rentrer dans les lycées et qu'on évite les incursions. Pourquoi ? Vous avez vu comme moi ce qui s'est passé dans ce lycée d'Annemasse. On a 2 bandes qui ont combattu au couteau dans l'enceinte d'un lycée. Si vous venez avec moi, par exemple, au lycée Galilée à Vienne, c'est un lycée où on a porté ce projet. Ça s'est très bien passé, les portiques sont en place avec des badges. Ce lycée, comme maintenant 150 lycées de toute notre région, qui ont tous été équipés en portique à badge. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 ans, et vous le savez, ça avait déclenché des polémiques. Les gens disaient « mais non, il n'y en a pas besoin, il faut laisser nos lycées portes et fenêtres ouvertes, pas de sécurité dans les lycées ». Maintenant, au bout de 2 ans, la question a changé. Et d'ailleurs, vos propos le montrent. C'est au contraire, mais allez plus vite. Il faudrait sécuriser tous. Et on le fera. On a d'ores et déjà équipé 90% de nos lycées de systèmes de sécurité différents, pas tous des portiques. 150 de nos lycées, c'est-à-dire un gros tiers, équipés en portique. Et on ira jusqu'au bout, c'est-à-dire l'objectif, c'est de sécuriser tous nos lycées. Après, j'essaie d'être pragmatique. Un établissement qui est dans l'Ardèche rurale n'a pas les mêmes besoins qu'un lycée du cœur de Grenoble. Et je ne traite pas de la même manière un lycée moderne qu'un lycée en patrimoine ancien au cœur de Lyon. Donc on essaie de s'adapter, mais sur la sécurité de nos étudiants, on avance et on tiendra nos objectifs. 4 minutes, Christophe. On est obligé d'aller assez vite, Monsieur le Président. Pardon. Parlons finances. La région, c'est un budget de presque 3,5 milliards d'euros. Vous présentez Auvergne-Rhône-Alpes comme, vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, la région la plus vertueuse de France sur le plan des finances. À votre arrivée, vous aviez promis 300 millions d'euros d'économies sur le fonctionnement. Et aujourd'hui, vous nous dites déjà en être à 247 millions d'euros d'économies. Beaucoup sur les charges de personnel, 33 millions d'euros économisés sur le fonctionnement de l'administration. Mais certains disent que de nombreux postes sont vacants. Certains syndicats évoquent même un mal-être au travail. Est-ce que c'est le prix des économies ? Vous savez, il y a dans notre pays tellement d'élus qui sont habitués au gaspillage parce que ce n'est pas leur argent. Et qui, au fond, quand on a mis une collectivité dans le mur, c'est facile, on augmente les impôts. Exactement ce que fait le gouvernement. Aucune économie, et à l'arrivée, on vous augmente la CSG ou les taxes sur l'essence. On a entendu que vous n'augmentiez pas les impôts sur la région. Est-ce que les économies de fonctionnement peuvent être infinies ? Est-ce que ça demande des efforts ? Bien sûr. Et j'ai demandé beaucoup d'efforts à mes équipes de la région. Notamment revenir à 35 heures. Exactement. Pourquoi ? Est-ce que vous vous rendez compte qu'à la région, on ne travaillait pas 35 heures ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Est-ce que quand je demande à des équipes de dire on n'est pas à 35 heures, on va tous basculer à 35 heures, c'est une bonne nouvelle? Bien sûr que non. C'est évidemment, quand vous êtes président, beaucoup plus facile de passer la main dans le dos et de dire allez, je vous donne un jour de vacances supplémentaires, et puis tout le monde est à 29, 28 heures, et à l'arrivée, on dégrade le travail. Donc je considère qu'on doit être exemplaire. On a fait des efforts. Je suis très reconnaissant aux équipes de la région de ce qu'ils ont fait. Il y a des limites, c'est-à-dire qu'on a un plan d'économie, je n'irai pas au-delà, parce que la région doit bien fonctionner. Mais c'est aussi important que ceux qui nous écoutent sachent que nous, on ne gaspille pas l'argent. Parce que pour eux, c'est la meilleure garantie qu'il n'y a pas d'augmentation des impôts. Et puis, il y a un point aussi auquel je suis attaché. C'est ce qu'on laisse derrière nous. Qu'est-ce qu'on laisse aux générations qui nous suivent? On a pris l'habitude de gaspiller l'argent et de laisser des dettes à ceux qui seront derrière nous. Pour la première fois depuis 30 ans, on a baissé les dettes de la région. Et à l'arrivée, quand vous m'interrogez, pourquoi est-ce que je peux dire oui en disant on va rénover les rames, on a mis de l'argent sur les lycées, s'il y a une problématique de sécurité sur les ponts, on est capable d'intervenir. Parce que la région a repris une capacité à agir. Il y a un exemple, et je finirai juste par là, qui me tient à cœur. En Haute-Savoie, des communes... Une minute, Christophe.
ont été touchés par les inondations, avec des ponts qui ont été emportés, des routes qui ont été emportées. On a été capable de répondre en moins de 10 jours, en lien avec le département de la Savoie et le département de la Haute-Savoie, parce qu'on travaille vraiment main dans la main. Pourquoi est-ce qu'on a pu le faire? Parce que l'argent qu'on a économisé, on l'a rendu. Dernier point, j'ai demandé aux élus aussi des efforts. Ils ont baissé leurs indemnités, ils ont baissé leurs primes, parce que ce n'est pas qu'aux fonctionnaires de faire. Celui qui vous parle, il doit aussi faire des efforts. Allez, juste pour conclure, un mot de politique locale à Grenoble. Vous aborderez la question plus largement avec Jean-Pierre Bachet tout à l'heure. Sur le cas très spécifique de Grenoble... Vous savez qu'il n'y a pas que Grenoble dans l'Isère, hein, quand même. Non, mais vous allez voir que la situation est très spécifique. Allez-y. Grenoble est pilotée par une majorité écologiste partie de gauche, la métropole par une majorité plutôt à gauche. Est-ce que les Républicains, puisqu'on rappelle que vous êtes le numéro 1 des Républicains, est-ce que les Républicains ont définitivement tiré un trait sur la reconquête de Grenoble? Sûrement pas. Parce que je pense qu'il y a plein de sujets qui se posent sur Grenoble et sur lesquels, à mon avis, c'est notre famille politique qui peut les porter. Les questions de sécurité, l'avenir des commerçants de centre-ville qui, en ce moment, sont extrêmement pénalisés, la propreté sur la ville de Grenoble, l'attention aux artisans et aux entreprises, aussi les sujets d'université et de recherche, parce que beaucoup de chercheurs, notamment dans les nanotechnologies, sont très inquiets des orientations actuelles de la majorité de Grenoble. Il y aura une voix à Grenoble. La parole des Républicains y sera. Et croyez-moi, c'est une ville que j'aime, notamment parce que pour moi, elle est très importante. C'est ma capitale des Alpes et elle équilibre la région. Ma région, c'est 3 espaces, l'Auvergne, cette grande partie du sillon rhodanien et puis la capitale des Alpes. Et vous voyez ma dernière question. Alain Carignon, ancien ministre, proche des Républicains, est déjà en campagne pour la reconquête de Grenoble. Est-ce qu'il a votre soutien? C'est pas moi qui prends la décision tout seul. Et donc, ce sera une décision qui sera prise conjointement avec les élus de l'Isère. Il est un bon candidat? Vous me permettez de réserver la réponse quand on sera en équipe. Merci. Donc, c'est pas complètement non, ni complètement oui. J'ai dit, vous savez, j'ai toujours un principe, si vous me permettez, je mets les questions de personne après le projet, tout le temps. Parce que je pense qu'un des travers de la politique, on commence par mettre les personnes devant. C'est pareil aux européennes. Je choisirai notre tête de liste aux européennes une fois qu'on aura notre programme. Cette personnalité-là est pas neutre à Grenoble, quand même, vous en avez conscience. Ça ne m'a pas échappé. Merci. On passe à Fanette de Buisson pour 8 Mont-Blanc. Une question sur la façon dont vous dirigez la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Oui. On entend beaucoup dire que vos vice-présidents ont du mal à vous voir, à avoir des entretiens en tête-à-tête, ne serait-ce que 10 minutes. Est-ce que c'est une façon de diriger qui est très, très solitaire? Je ne sais pas qui vous dit ça, mais par exemple, hier, vous auriez été avec moi. On a passé 1h30 de travail en commun avec toute l'équipe. Et à l'issue, je discutais notamment avec un de mes vice-présidents, Gilles Chabert, qui est très impliqué sur toute la politique de la montagne. Ma porte est toujours ouverte. Mais j'ai un principe qui est sans doute différent de celui du président de la République. Je fais confiance. Je fais confiance à mes équipes, je leur laisse la main et je ne veux pas les étouffer. Donc pour moi, c'est très important. Est-ce que la question, c'est pas, est-ce que c'est pas dur d'être à la fois président de région, une grande région comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, et en même temps, si je puis dire, président d'un grand parti politique, les Républicains? Vous savez, je l'ai toujours dit. J'adore mon travail dans ma région. J'y suis né, j'y vis, ma famille y est, j'adore notre région. Souvenez-vous, vous m'aviez posé la question au moment des législatives en disant « mais évidemment, vous allez abandonner la région et vous allez devenir député. Député, c'est mieux payé, c'est le débat national. » Je n'ai pas du tout fait ce choix. J'ai fait le choix de ma région. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est toujours pour moi en premier. Fanette de Buisson pour 13 minutes. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Alors l'année 2018 a été compliquée pour le chantier du Lyon-Turin. Vous avez été y faire un tour au mois de février dernier. Quelques jours après, le mouvement 5 étoiles a remporté les élections en Italie. Il a toujours été hostile au projet. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont gelées côté italien. Est-ce que ça en est fini du Lyon-Turin? Vous savez que je me suis déplacé exprès à Milan pour aller rencontrer les élus, notamment ceux qui président la région de Lombardie, pour les sensibiliser au sujet et leur demander leur soutien. Aujourd'hui, on a le soutien de toutes les grandes régions du Nord, qui, toutes en opposition au mouvement Cinque Stelle, disent qu'il faut cette infrastructure et on ne peut pas abandonner ce chantier. J'espère qu'ils vont méditer ce qui s'est passé à Gênes. Parce que Cinque Stelle s'était opposé au fait de rénover le chantier du viaduc et les questions du contournement de Gênes. J'espère qu'ils méditeront cette leçon et qu'ils ne bloqueront pas un chantier qui est aussi vital pour nous. Il faut sortir les camions de nos vallées. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de garantie côté italien. Aujourd'hui, on n'a pas de garantie côté italien. Et même si je peux me permettre,
on n'a pas de garantie non plus du côté national et parisien. Parce que vous le savez, ils nous ont dit on continue le Lyon-Turin, mais on ne va pas faire les voies d'accès. Ça allait être ma question. Vous avez cautionné une lettre, c'était au mois de mai dernier. La question, c'est le financement des voies d'accès entre Saint-Jean-de-Maurienne et Lyon. Exactement. Il y a eu une réponse à cette lettre? Aucune. Mais c'est parfois une habitude qui est assez commune à tous ces gens ces temps-ci. C'est visiblement, quand c'est Paris, ça les intéresse, quand c'est le reste, non. Et surtout, je n'arrive pas à comprendre leur raisonnement. C'est-à-dire, faire un tunnel sans voie d'accès, enfin, il n'y a que nous qui avons un peu de bon sens dans ce pays. Comment ça peut marcher? Ça ne marchera pas. Donc, si on fait le Lyon-Turin, il faut faire tout le Lyon-Turin. Et pas juste un tunnel sans voie d'accès, ce qui n'a pas de sens. L'arbitrage n'a pas encore été fait sur cette loi de mobilité, ça ne devrait pas tarder? Non. Et vous savez, d'ailleurs, de ce point de vue, c'est intéressant, parce que toute notre majorité est unie. Par exemple, et je les en remercie, les élus du MoDem qui sont à la région ont très clairement pris la parole en disant ce que fait le gouvernement Emmanuel Macron n'a pas de sens. Évidemment qu'il faut faire l'ensemble du Lyon-Turin et pas juste le tunnel. Alors on change de frontière, vous le savez, la Haute-Savoie regarde beaucoup du côté de la vers Genève. Oui. On vous voit peu à Genève, moins que vos prédécesseurs. C'est une priorité pour vous, la construction du Grand Genève? Juste, pardon, mais regardez, c'est intéressant d'ailleurs, vous vous rendez compte la région qu'on a? 8 millions d'habitants. Le nombre de villes qu'on a, le nombre de territoires. J'essaye de veiller à chaque partie du territoire. Je me déplace en moyenne 3 à 4 fois partout dans la région sur tous les territoires. Parfois même en faisant des distances qui sont énormes. La semaine prochaine, j'irai du Cantal dans le Chablais. Il me faudra à peu près 7 heures de route. Et j'aime ça. Mais ce que j'essaye de faire, c'est que sur chaque dossier, il y a une figure de proue et un responsable. La relation avec la Suisse, c'est Étienne Blanc, Martial Sadier, Virginie Duby-Muller. Et je leur fais totale confiance. Je suis très attentif à toutes ces questions. J'ai été en lien constant avec nos confrères suisses, notamment sur un dossier très important, le CEVA. Et je peux vous l'annoncer, je serai samedi prochain sur le territoire de la Haute-Savoie, sur l'enjeu du CEVA, qui est un sujet essentiel pour les frontaliers. Et pour moi, la question des frontaliers, qui avant été peu défendue par la précédente région, est très importante. Le discours de la région sur la Haute-Savoie a complètement changé. Avant, le discours qui était tenu par mon prédécesseur, c'est la Haute-Savoie, c'est des privilégiés, ils ont qu'à se débrouiller tout seuls. Moi, la Haute-Savoie, c'est des gens dont je suis fier. Ils travaillent, ils ont du courage, ils ont des projets, ils tirent ma région vers le haut. Et je suis très admiratif de la Haute-Savoie. Vous savez que j'y viens beaucoup. Juste avant les vacances, j'étais à Évian. Je serai à Annecy samedi prochain. Et c'est un territoire sur lequel on investit beaucoup parce qu'il apporte à toute ma région. Sur la question du financement, sur les projets transfrontaliers, c'est le cas sur le CEVA. Je pense aussi à l'école d'infirmières du côté d'Annemasse, où les Genevois devaient financer une partie de la formation. Ce n'est pas le cas. Vous vous faites entendre auprès des Genevois? Quand est-ce qu'ils vont mettre la main à la poche? Alors, d'abord, il ne faut jamais oublier qu'ils mettent la main à la poche. La contribution franco-genevoise, c'est quelque chose de très important. Et je veille à ce que l'argent de cette contribution franco-genevoise reste sur le territoire de la Haute-Savoie et la partie de l'Ain qui est concernée. Sur l'école d'infirmières, je n'ai pas été content. Parce que les Suisses ne se sont pas bien comportés. Cette école, c'est nous qui les formons, et vous le savez très bien, bien des infirmières qu'on forme sur notre territoire ensuite partent travailler du côté suisse. Je n'ai pas eu ce que j'attendais. On va être amené à avoir des négociations importantes, notamment sur le CEVA et son financement. Ça fera partie des sujets qui seront sur la table. Vous allez rencontrer Pierre Maudet? Bien sûr. Je crois que ça n'a pas encore été le cas depuis son élection. Non, vous savez que j'étais très proche de son prédécesseur, François Longchamp, qui est quelqu'un que j'aimais beaucoup et avec lequel je suis encore en lien. Donc évidemment, je serai amené à faire un déplacement très prochainement sur la Suisse. Et ce que j'ai souhaité aussi, et ça c'est important, c'est qu'on fasse bouger notre approche de la relation avec la Suisse. Je ne veux pas juste qu'on soit sur les questions de frontaliers ou ce genre de choses, ou qui finance quoi. On a des projets à faire ensemble. Il y a des très belles entreprises côté suisse, on a des très belles entreprises côté français. On a des perles en matière d'université et de recherche côté français. Ils sont, j'ai pas besoin de vous faire l'éloge de l'école de Lausanne ou de ce qu'il y a sur Genève. Ce que je souhaite, c'est qu'on monte d'un cran et qu'au lieu juste de négocier la frontière, on porte des projets en commun pour être plus forts ensemble. Et ça, les élus genevois sont très sensibles à ce qu'on a proposé et à ce discours. L'Union européenne demande à ce que la Suisse indemnise les frontaliers qui sont au chômage. Aujourd'hui, c'est le pays de résidence, donc la France, qui le finance. Vous soutenez cette mesure? Vous savez, les frontaliers ont été rudement mis à contribution.
vous le savez comme moi, sur le système de leur assurance maladie, ils ont beaucoup perdu, avec des décisions qui ont été prises par François Hollande. Sur le système d'assurance chômage, je ne suis pas d'accord avec l'approche qui est faite en ce moment. Et je trouve que dès lors qu'ils travaillent à un endroit, qu'ils cotisent à cet endroit, ils doivent avoir droit à la protection intégrale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce sont des thèmes que je veux pouvoir discuter avec Bruxelles. Et on a un déplacement qui est prévu très prochainement avec mon équipe à Bruxelles, où on mettra sur la table les questions de la relation franco-suisse. On va parler montagne, ça a brassé en ce début de semaine autour du Mont Blanc. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Jean-Marc Peyex a obtenu de la préfecture d'Haute-Savoie un permis de grimper par la voie royale, donc côté Saint-Gervais, au sommet du Mont Blanc. Le maire de Chamonix s'y oppose. Pour ou contre? Je ne veux pas qu'on prenne des décisions n'importe comment et à la légère, où on pénaliserait tous ceux qui sont les amoureux de la montagne pour quelques personnes qui ne respectent plus la montagne. Moi, mes principes sont assez simples et on en a discuté ensemble avec Éric Fournier hier. Qui est vice-président à l'environnement. Exactement, et le maire de Chamonix. Quel est le problème? Le problème, c'est sur la voie la plus facile. On a deux sujets. Un, difficulté de sécurité sur un passage qui est très étroit, où on a des problématiques d'éboulis. Deux, l'accès au refuge, où aujourd'hui on est saturé. Et puis on a une problématique avec des guides qui ne sont pas des guides de chez nous, qui viennent de n'importe où, parfois des pays de l'Est, avec une approche qui peut être dangereuse, où en cordée, on met un nombre totalement déraisonnable de personnes sur une même cordée. Je ne veux pas qu'on pénalise tous les guides, tous les amoureux de la montagne, pour quelques personnes qui font n'importe quoi. Donc le préfet d'Haute-Savoie a pris une décision à la légère? Non, ce que je demande, c'est qu'on travaille avec l'ensemble, et surtout d'abord nos guides, ensemble. Moi, j'aime bien le système suisse. Le système suisse, c'est que pour pouvoir accéder au refuge, il y a un nombre de places, ces places sont limitées, vous devez réserver en avance, et on délivre des places. S'il y a suffisamment de places, vous pouvez monter. S'il n'y a pas suffisamment de places, vous ne pouvez pas monter. Ce que je demande, c'est qu'on s'inspire de l'exemple suisse, qui marche assez bien sur le Saint-Cernin, et c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment travailler. Et là, vous m'interrogez sur la Suisse, vous voyez que je regarde avec attention ce qu'ils font. Je pense qu'on a un bon exemple à suivre. Sur la question du plan montagne, au début de cette émission, vous avez parlé de votre attachement à la protection de l'environnement. Vous le savez, un de votre axe principal du plan montagne, c'est l'aide aux équipements en canons à neige. Est-ce que ce n'est pas incompatible? Je veux vraiment là-dessus, pardonnez-moi, mais tordre le cou aux idées reçues. Les canons à neige, c'est de l'eau, juste de l'eau et rien que de l'eau. Et nous, précisément, dans les équipements de canons à neige qu'on fait, on essaye d'améliorer pour avoir des canons à neige qui soient totalement respectueux de l'environnement, y compris avec des systèmes d'eau qui sont entièrement recyclés et qui ne perturbent pas les circuits hydriques. Est-ce que vous vous rendez compte que ce dont on parle, les canons à neige, c'est même pas 3% de la consommation d'eau de la métropole de Grenoble, sur toute la saison touristique. Donc, de grâce, arrêtons de torpiller la montagne et de caricaturer ceux qui y vivent. Les montagnards, ils aiment leur montagne. C'est les premiers défenseurs de leur montagne et de leur paysage. Ils ne se lèvent pas le matin en se disant comment est-ce qu'on va pouvoir altérer l'environnement. C'est eux qui l'aiment. Donc je fais confiance à nos montagnards, je les soutiens. C'est quand même une chance pour nous, cette montagne. Les Suisses, les Italiens, les Autrichiens ont leurs stations de ski qui sont équipées quasiment à 70%, 80% en canons à neige. Nous, on était à 30%. Grâce à l'effort de la région, on est monté à 50%. Et on va continuer parce que c'est aussi la vie dans notre montagne, les emplois dans la montagne, la possibilité pour les familles de rester à la montagne. Pour autant, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des espaces qui doivent être protégés, il y a les parcs naturels, il y a des lieux qui doivent être des sanctuaires. Et donc là où on va, c'est des lieux qui doivent être bien définis et bien bornés. La Clusa, pour moi, c'est un exemple modèle de ce qu'on peut faire. Et Pierre Lestas, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, a fait un très beau travail, respectueux de l'environnement, et en même temps une station dynamique et familiale. Vous parlez de sanctuaire, ça veut dire que par exemple le projet de ski indoor à Tignes, du ski en intérieur à plus de 2000 mètres d'altitude, au pied du parc de la Vanoise, ça vous pose problème? Je ne veux pas être fermé là-dessus. On a le même projet qui est porté à Kitzbühel, un peu différent, où ils font notamment des pièges à neige pour pouvoir stocker la neige pendant l'été et du coup pouvoir préparer l'avancée des saisons. Si on a quelque chose qui s'intègre bien dans l'espace, qui est fait avec des énergies qui sont des énergies renouvelables. Je ne veux pas être fermé. La seule chose que je demande, c'est qu'à chaque fois, il faut qu'on soit très respectueux. Je suis allé moi-même à Tignes pour discuter avec le maire de Tignes qui me présente son projet. Il vous a convaincu? C'est quelqu'un qui connaît bien son affaire. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect.
Vous voyez, j'essaye toujours d'aller voir sur le terrain, discuter avec les acteurs de la montagne, pour ne pas avoir un jugement qui soit un peu caricatural. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on n'est pas dans une vision à court terme, dans cette gestion de la montagne-là? Non, parce qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre. On défend la montagne d'hiver, mais je veux aussi qu'on défende la montagne d'été. Quand on parle du réchauffement climatique, en fait, sur les périodes d'enneigement qu'on va avoir en montagne, on va plus être amené à gérer des alternances climatiques qu'en soi une baisse qui ferait qu'on n'aurait plus d'enneigement. Donc, ce que je pense surtout, c'est qu'en matière d'environnement, il faut qu'on soit très responsable. Moi, ce que j'attends de nos stations, c'est qu'on améliore l'isolation climatique des immeubles, qu'on utilise des énergies renouvelables, qu'on soit modèle sur tout ce qui est l'enfouissement des poubelles, etc. Des choses sur lesquelles des stations comme Avoria ont été très modèles. Ça m'intéresse. Je voudrais rajouter une chose qui est ma grande bataille. Moi, j'ai encore une dernière question. Dans la vallée de l'Arve. La vallée de l'Arve, c'est un endroit où je veux qu'on gagne la bataille de la qualité de l'air. Vous allez participer à la marche du climat qui se tient dans la vallée de l'Arve samedi? On est au pied du Mont Blanc. Ce qu'ils attendent de moi, ce n'est pas juste que je participe à la marche, c'est surtout que j'agisse. Vous le savez, on a contribué maintenant, on est en train d'arrêter toutes les cheminées polluantes dans la vallée. Ça faisait des années qu'on en parlait. Et on a travaillé avec les entrepreneurs. On leur a dit, nous, on vous aide, mais vous investissez pour m'arrêter les pollutions. On est en train d'avancer. Vous le savez aussi, on a proposé à tous les artisans de prendre toutes leurs voitures, tous les véhicules utilitaires qui sont polluants et de les transformer en véhicules électriques ou hydrogène. Et donc, Vallée de l'Arve, on ne lâchera pas. Et je le dis, c'est un de mes points de préoccupation. Nicolas Hulot nous avait pas beaucoup aidé. Le gouvernement est plutôt aux abonnés absents. Il y a eu beaucoup de grandes brassées de communication, peu d'actions. Les seuls qui travaillent là-bas, c'est les maires, le département de la Haute-Savoie et nous. J'aimerais bien un moment qu'on ait un peu de support. Mais en tout cas, sur la vallée de l'Arve, on va gagner cette bataille. Et on va montrer qu'on peut améliorer. Le deuxième volet du PPA sur la question. Dernière question très précise. Le chinois Fosun veut entrer au capital de la Compagnie des Alpes. Vous y étiez fermement opposé, puis un petit peu plus ouvert quand vous avez été à Pékin. On en est où aujourd'hui? Moi, je n'ai pas changé d'avis. La Compagnie pas de chinois dans la Compagnie des Alpes? Non, ce n'est pas ce que je dis. À condition que nous, on contrôle. Je n'ai pas de problème à un partenariat avec les Chinois. Mais si c'est nous qui contrôlons. Quand vous allez en Chine... C'est pas plus de 10 ou 15% du capital, de toute façon. Oui, mais attention, on n'avait aucune garantie sur l'évolution sur la durée. Quand nous, on va en Chine, les Chinois ne nous laissent pas rentrer dans leurs entreprises comme ça. Quand ils viennent chez moi en Auvergne-Rhône-Alpes, je ne laisserai pas les Chinois rentrer n'importe comment dans nos entreprises. C'est un de nos bijoux et un de nos fleurons. Sur la Compagnie des Alpes, je ne plaisante pas. Merci. On arrive à la conclusion. Laurent Wauquiez, pour finir, 3 questions-réponses par oui ou par non. J'ai que ça comme option, c'est ça? Vous êtes à mi-mandat. Vous avez envie de continuer au-delà de 2021? Oui. Pour les élections européennes, Damien Abad pourrait être une bonne tête de liste pour les Républicains? Oui. Pour les municipales de 2020, à Lyon, mon candidat, c'est Étienne Blanc, votre premier vice-président. J'en ai déjà fait 2, on attendra. Sur celle-là, ce sera une réponse aussi d'équipe, comme pour Grenoble. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez, de nous avoir donc réservé cette première grande interview de rentrée politique ici à TLM et avec toutes les télévisions de la région Auvergne-Rhône-Alpes, TL7, Télé Grenoble et 8 Mont-Blanc. Merci à vous, merci aux équipes de TL7, Télé Grenoble, 8 Mont-Blanc et TLM qui nous ont aidés à préparer cette émission. Lionel Laval à la réalisation, Virginie Clos, script, Marion Roby, infographiste, et puis Yamina Bali au maquillage. Merci beaucoup, très bonne journée et puis très bonne rentrée. Merci, au revoir. Merci à vous.